Il existe dans l'histoire de France une femme qui a accompli l'impossible. Elle est née dans une prison. Son père était un assassin. À 48 ans, elle était veuve d'un poète infirme et paralytique. Pourtant, cette femme sans titre, sans fortune, sans beauté éclatante, a réussi à capturer le cœur du monarque le plus puissant d'Europe, Louis XIV, le roi Soleil. L'homme qui collectionnait les maîtresses comme d'autres, collectionne les tableaux. L'homme qui se croyait l'égal de Dieu sur terre. Cette femme l'a transformé en dévot tremblant devant l'enfer. Elle l'a épousé en secret, à minuit, dans la chapelle de Versailles. Et pendant 32 ans, elle a dirigé la France depuis l'ombre de la chambre royale. Les ministres venaient la supplier avant chaque conseil. Les généraux attendaient son accord pour partir en guerre. Le roi lui-même l'appelait « ma solidité » et ne prenait aucune décision sans lui demander « Qu'en pensez-vous, madame ?» Madame de Maintenon, la reine qui n'a jamais porté de couronne, la femme la plus puissante de France, dont le nom n'apparaît sur aucun document officiel. Comment une gouvernante des bâtards royaux est-elle devenue l'épouse secrète du roi Soleil? Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous imaginez sur le pouvoir, la manipulation et les secrets de Versailles. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette plongée dans les secrets de Versailles. Et abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je révèle les vérités cachées de notre histoire que les manuels scolaires n'osent pas raconter. Installez-vous confortablement, l'histoire commence. Versailles, 1er septembre 1715. Le silence règne dans la chambre royale. Une femme de 80 ans veille le corps du plus grand monarque d'Europe. Elle porte une robe noire simple, sans bijoux, sans ornements. Pendant 72 ans, Louis XIV a régné sur la France. Pendant 32 ans, cette femme a régné sur Louis XIV. Dans quelques heures, elle montera dans un carrosse et quittera Versailles pour toujours. Elle n'assistera pas aux funérailles. Officiellement, elle n'a jamais existé dans la vie du roi. Pourtant, les ministres tremblent encore à la mention de son nom. Les généraux se souviennent de ses ordres murmurés derrière un paravent lors des conseils d'État. Les courtisans savent que sans son accord, aucune décision n'était prise dans ce royaume. Cette femme, c'est Françoise d'Aubigné, devenue Madame de Maintenon. Et son histoire commence 46 ans plus tôt, dans des circonstances que personne n'aurait pu imaginer. Automne 1669, une veuve de 34 ans franchit les grilles dorées de Versailles. Elle ne ressemble à rien de ce que la cour a connu. Pas de décolleté plongeant, pas de robe brodée d'or, pas de diamants dans les cheveux. Françoise Scarron porte le deuil de son mari, Paul Scarron, mort 9 ans plus tôt. Un poète paralytique, libertin, qu'il avait épousé quand elle avait 16 ans pour sauver sa réputation. Les dames de la cour ricanent en la voyant passer. « Regardez la veuve Scarron », murmure-t-elle, « la fille du criminel qui vient mendier une pension. » Car oui, Françoise d'Aubigné est née dans la prison de Niort, où son père, Constant d'Aubigné, purgeait une peine pour faux monnayage et meurtre. Une enfance passée entre les cachots et la misère, élevée par une tante qui la traitait en servante. Mais ce que les courtisans ne savent pas, c'est que cette femme austère vient d'être choisie pour une mission ultra secrète. Le roi a un problème qui pourrait détruire sa réputation et celle de sa maîtresse officielle, la flamboyante marquise de Montespan. Les enfants, 7 enfants illégitimes que le roi a eus avec Montespan, des bâtards royaux qu'il faut cacher, élever, éduquer dans le plus grand secret, et qui mieux qu'une veuve respectable, intelligente, discrète, pour s'occuper de ses enfants sans attirer l'attention. Madame de Montespan elle-même a approuvé le choix. Elle trouve Françoise Scarron amusante, spirituelle et surtout inoffensive. Une erreur qui lui coûtera tout, car dès les premières semaines, la future Maintenon déploie une stratégie d'une intelligence redoutable. Elle tient un journal secret où elle note chaque détail. Les habitudes du roi, ses horaires, ses humeurs, ses faiblesses. Le duc de Saint-Simon, qui deviendra plus tard le chroniqueur le plus féroce de Versailles,
écrira dans ses mémoires, elle avait compris ce que personne n'avait vu. Le bêtise de roi vieillissait. À 31 ans, il commençait déjà à s'inquiéter pour son âme. Les plaisirs de la chair l'ennuyaient. Il cherchait autre chose. Et Françoise Scarron va lui offrir exactement ce qu'il cherche. Non pas son corps, mais son esprit. Non pas la passion, mais la paix. Non pas l'adoration servile, mais la conversation intelligente. Chaque jour, quand le roi vient voir ses enfants illégitimes dans la maison secrète de la rue Vaugirard, elle est là, toujours vêtue de noir, toujours parfaitement coiffée, toujours avec le mot juste. Elle lui parle de Dieu, mais sans l'ennuyer. Elle cite les Écritures, mais avec esprit. Elle évoque le salut de son âme, mais sans le terroriser. Pendant que Montespan parade dans ses robes dorées, exige des bijoux, fait des scènes de jalousie, Françoise reste calme, posée, rassurante. Un jour, le petit duc du Maine, fils préféré du roi parmi les bâtards, tombe gravement malade. Les médecins le condamnent. Montespan pleure, crie, s'arrache les cheveux. Françoise, elle, reste au chevet de l'enfant jour et nuit. Elle le soigne, le veille, prie pour lui. L'enfant survit. Le roi n'oubliera jamais. « Elle a sauvé mon fils », dira-t-il au maréchal de Villeroy. Mais plus que cela, elle m'a montré ce qu'était la vraie dévotion. 1675, 6 années ont passé depuis l'arrivée de Françoise Scarron à la cour. Les enfants royaux grandissent sous sa protection. Le duc du Maine marche maintenant malgré son pied-botte. Mademoiselle de Nantes récite du latin. Et leur père, le roi, passe de plus en plus de temps dans cette maison discrète de la rue Vaugirard. Madame de Montespan commence à s'inquiéter. Sa gouvernante devient trop présente, trop indispensable. Elle tente de l'éloigner en lui obtenant une pension royale de 100 000 livres et le domaine de Maintenon. « Allez profiter de votre château », lui dit-elle avec un sourire qui ressemble à un ordre. Mais le roi intervient. Madame Scarron reste. Les enfants ont besoin d'elle. C'est la première fissure. La marquise comprend trop tard son erreur. En donnant un domaine à Françoise, elle lui a offert un titre. La voici maintenant Madame de Maintenon, marquise. Plus personne ne peut la traiter de simple gouvernante. Puis arrive l'année 1679. L'affaire des poisons explose comme un coup de tonnerre sur Versailles. La voisin, empoisonneuse et sorcière, est arrêtée. Sous la torture, elle révèle les noms de ses clientes. Des duchesses, des princesses, et un nom revient, murmuré d'abord, puis crié sur la place publique, Montespan. Les accusations sont terrifiantes. Messe noire, poudre d'amour versée dans le vin du roi, sacrifice d'enfants pour garder l'amour royal. Vraies ou fausses, ces révélations glasent le sang de Louis XIV, sa maîtresse officielle, la mère de ses enfants, accusée de sorcellerie et de tentative d'empoisonnement. Le roi convoque Madame de Maintenon. « Que dois-je faire ?» demande-t-il. Pour la première fois, le monarque absolu demande conseil à la gouvernante. Elle répond avec une prudence calculée. « Votre Majesté doit protéger l'honneur de la couronne, mais aussi penser à son salut éternel. Peut-on bâtir sa gloire sur les cendres de la sorcellerie ? Le message est clair. Montespan doit partir. Pas de scandale public, pas de procès, mais un éloignement définitif. La marquise déchue quitte Versailles en 1679. Elle continuera à toucher sa pension, gardera ses appartements, mais ne reverra plus jamais le roi en privé. Et dans l'ombre, Madame de Maintenon prend sa place, mais différemment, subtilement. Elle ne s'installe pas dans les appartements de la favorite. Elle refuse les bijoux, les robes somptueuses. Elle continue à porter du noir ou des couleurs sombres. Les courtisans ne comprennent pas comment cette femme de 44 ans, sans beauté éclatante, peut-elle captiver le roi. La réponse se trouve dans les lettres du père de Lachaise, confesseur royal. Madame de Maintenon a réussi un miracle, écrit-il au supérieur des Jésuites. Le roi assiste maintenant à 3 messes par jour. Il communie chaque dimanche. Il a renoncé à ses maîtresses. Cette femme a converti le libertin le plus célèbre d'Europe. Car voici le génie de Maintenon. Elle n'a pas séduit le corps du roi. Elle a capturé son âme.
À 42 ans, Louis XIV commence à craindre la mort. Les guerres l'épuisent, les plaisirs l'ennuient. Il cherche la paix, le salut, la rédemption, et maintenant lui offre tout cela. Elle devient sa confidente spirituelle. Chaque soir, après le coucher officiel, le roi la rejoint dans ses appartements. Ils parlent pendant des heures, de Dieu, de la France, de l'éternité. Elle lit les évangiles. Il écoute, elle prie, il joint les mains. Les ministres commencent à remarquer le changement. Louvois se plaint. Le roi passe plus de temps avec cette femme qu'en conseil. Colbert s'inquiète. Elle influence ses décisions. Le marquis de Dangeau note dans son journal « Sa Majesté ne prend plus aucune décision sans consulter Madame de Maintenon ». Puis arrive la nouvelle qui stupéfie Versailles. Juillet 1683. La reine Marie-Thérèse d'Autriche meurt subitement d'un abcès sous le bras. Le roi est veuf. Pour la première fois depuis son avènement, Louis XIV est libre d'épouser qui il veut. Les princesses d'Europe se préparent. Les ambassadeurs s'activent. Qui sera la nouvelle reine de France? Une infante d'Espagne, une archiduchesse d'Autriche, une princesse de Bavière. Personne ne soupçonne ce qui se prépare dans le plus grand secret, car dans l'ombre de Versailles, Madame de Maintenon et le roi ont déjà pris leur décision. Une décision qui bouleversera toutes les règles, tous les protocoles, toutes les traditions de la monarchie française. Le mariage secret est fixé. La date, octobre 1683. Le lieu, la chapelle de Versailles. Les témoins, 3 hommes seulement. L'archevêque de Paris, le père de Lachaise et le marquis de Montchevreuil. À minuit, dans le silence absolu, le roi de France épousera sa gouvernante. Nuit du 9 au 10 octobre 1683. Minuit approche dans la chapelle royale de Versailles. Les cierges projettent des ombres dansantes sur les dorures. L'archevêque de Paris, François de Harlay, tient son missel d'une main tremblante. Ce qu'il s'apprête à faire défie toute la tradition monarchique française. Devant lui, Louis XIV, 45 ans, le monarque le plus puissant d'Europe. À ses côtés, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, 48 ans, née dans une prison, veuve d'un poète paralytique. Dans quelques minutes, ils seront mari et femme. Mais personne ne devra jamais le savoir. Le roi prend la parole. Sa voix résonne dans la chapelle vide. « Madame, vous ne serez jamais déclarée reine. Vous ne porterez pas la couronne. Vous ne vous assiérez pas sur le trône. Mais devant Dieu, vous serez mon épouse. Et dans mon cœur, vous serez plus que reine. Vous serez ma conscience. » L'archevêque prononce les paroles sacrées. Les anneaux sont échangés. Le père de Lachaise et le marquis de Montchevreuil signent le registre secret qui sera immédiatement enfermé dans les archives privées du roi. En 30 minutes, tout est fini. Le mariage le plus extraordinaire de l'histoire de France vient d'être célébré. Le lendemain matin, la cour se réveille sans rien soupçonner. Madame de Maintenon apparaît à la messe, vêtue comme toujours de noir. Aucun titre supplémentaire, aucune préséance nouvelle, mais les plus observateurs remarquent un détail. Le roi lui donne maintenant un tabouret pendant les audiences, un privilège réservé aux duchesses et aux princesses du sang. Les mois qui suivent révèlent l'étendue de son pouvoir invisible. Elle s'installe dans un appartement relié à celui du roi par un escalier secret. Chaque matin, les ministres la trouvent assise derrière un paravent, pendant les conseils d'État. Elle ne parle jamais directement, mais après chaque séance, le roi la rejoint et lui demande « Qu'en pensez-vous, madame ?» Le maréchal de Villars témoignera plus tard. Nous présentions nos plans au roi. Il écoutait, hochait la tête, puis disait « J'y réfléchirai ». Le soir, la décision tombait. Et nous savions tous qu'elle venait de l'appartement de Madame de Maintenon. Son influence s'étend à tous les domaines. Elle place ses protégés au poste clé. Michel Chamillard devient ministre de la Guerre. Daniel François Voisin, contrôleur général des Finances. Le duc de Beauvilliers, gouverneur des Princes. Tous doivent leur carrière à la marquise.
Mais c'est dans le domaine religieux que son emprise devient absolue. Le roi, autrefois libertin notoire, se transforme en dévot rigide. Les bals cessent à Versailles. Les comédies sont interdites pendant le carême. Les maîtresses sont renvoyées. Les courtisans doivent maintenant assister à la messe quotidienne sous peine de disgrâce. Madame de Maintenon pousse le roi vers une décision qui hantera la France pendant des siècles. Octobre 1685. L'édit de Fontainebleau révoque l'édit de Nantes. Le protestantisme devient illégal en France. 200 000 huguenots fuient le royaume, emportant avec eux leur savoir-faire, leur richesse, leur génie. Dans ses lettres privées découvertes bien plus tard, Maintenon révèle ses doutes. « J'ai voulu sauver l'âme du roi en unifiant la foi du royaume. Mais je vois maintenant les familles détruites, les enfants arrachés à leurs parents, les galères pleines d'hommes honnêtes. Dieu me pardonnera-t-il d'avoir conseillé cette violence ?» Paradoxalement, c'est dans son œuvre personnelle qu'elle montre sa vraie nature. 1686, elle fonde la Maison royale de Saint-Cyr, une école révolutionnaire pour 250 jeunes filles, nobles mais pauvres. Pour la première fois en France, des femmes reçoivent une éducation complète. Lecture, écriture, arithmétique, histoire, géographie, musique. Elle passe des journées entières à Saint-Cyr, fuyant l'atmosphère étouffante de Versailles. Elle écrit elle-même les programmes, choisit les professeurs, surveille les progrès des élèves. Racine compose Esther et Athalie, spécialement pour ses pensionnaires. Mais quand les représentations provoquent trop d'émotions, elle interdit le théâtre. « J'ai voulu former leur esprit », dira-t-elle. « Je leur ai donné de l'orgueil. » Les années passent. Madame de Maintenon vieillit, mais son pouvoir ne faiblit pas. Au contraire, le roi, maintenant sexagénaire, dépend totalement d'elle. Il ne peut plus dormir sans qu'elle soit dans la chambre voisine. Il ne peut plus manger sans qu'elle soit à sa table. Il ne peut plus régner sans qu'elle soit à ses côtés. La princesse Palatine, belle-sœur du roi, écrit avec amertume « Cette vieille sorcière a ensorcelé le roi. Il tremble devant elle comme un enfant devant sa gouvernante. Elle dit oui, il dit oui. Elle dit non, il dit non. La France n'est plus gouvernée par Louis XIV, mais par Madame de Maintenon. 1700. Le nouveau siècle s'ouvre sur une Europe en flammes. La guerre de succession d'Espagne vient d'éclater. Louis XIV, poussé par son orgueil et les conseils de ses ministres, veut placer son petit-fils Philippe sur le trône d'Espagne. L'Europe entière se ligue contre la France. L'Angleterre, l'Autriche, les Provinces-Unies, la Prusse. Le royaume le plus puissant du monde se retrouve seul contre tous. Dans ses appartements privés, Madame de Maintenon supplie le roi de négocier la paix. Les lettres qu'elle envoie à la princesse des Ursins révèlent son désespoir. Le roi s'obstine par fierté. Je lui montre les rapports. Les caisses sont vides. Le peuple meurt de faim. Nos armées reculent. Il me répond qu'un Bourbon ne capitule jamais. J'ai créé un dévot, mais son orgueil reste intact. L'hiver 1709 arrive comme une malédiction divine. Le plus terrible que la France ait connu. La Seine gèle. Le vin gèle dans les caves de Versailles. Les arbres éclatent sous le froid. Dans les campagnes, les paysans meurent par milliers. On trouve des enfants morts de froid dans les bras de leur mère morte de faim. À Versailles, Madame de Maintenon organise des soupes populaires. Elle vend ses derniers bijoux pour acheter du pain. Elle transforme les salons de Saint-Cyr en hôpital. Mais le roi refuse toujours de faire la paix. Dieu éprouve la France, dit-il. Nous devons tenir. Puis les coups du destin s'abattent sur la famille royale. Avril 1711, le grand dauphin, fils unique du roi, meurt de la variole. Février 1712, le duc de Bourgogne, nouveau dauphin, meurt de la rougeole. 6 jours plus tard, sa femme, la duchesse adorée de tous, meurt à son tour. Début mars, leur fils aîné, le petit duc de Bretagne, succombe. En 11 mois, 3 générations d'héritiers disparaissent. Le roi s'effondre. Pour la première fois de sa vie, on le voit pleurer en public. Il se tourne vers Madame de Maintenon. « Dieu me punit.
J'ai trop aimé la guerre, j'ai trop aimé la gloire. » Elle le prend dans ses bras, ce roi de 74 ans qui sanglote comme un enfant. « Dieu ne punit pas, murmure-t-elle. Il rappelle à lui ceux qu'il aime. » Mais dans l'ombre, les courtisans murmurent. C'est la faute de la vieille fée. Elle a rendu le roi bigot. Elle a attiré la colère divine sur la France. Certains vont plus loin. On retrouve des pamphlets sous les portes. La Maintenon a empoisonné les princes pour garder son pouvoir. Elle écrit à son confesseur « Je suis haï de tous. Les grands me détestent parce que je ne suis pas né. Le peuple me déteste parce qu'il a faim. Le roi seul m'aime, mais d'un amour qui m'enchaîne. Je suis prisonnière dorée de ma propre réussite. La solitude du pouvoir secret devient écrasante. Elle ne peut sortir sans escorte. Elle ne peut parler sans être épiée. Chaque mot, chaque geste est scruté, interprété, déformé. Les quelques amis qu'elle avait, l'ont abandonnée. Sa famille ne vient que pour mendier des faveurs. Dans ses lettres privées, elle révèle sa lassitude. « J'ai voulu m'élever. Me voici au sommet. Mais ce sommet est un désert glacé. Je règne sur le néant. Je suis reine de rien, reine sans couronne, sans titre, sans liberté. » Elle demande plusieurs fois au roi la permission de se retirer définitivement à Saint-Cyr. « Laissez-moi finir mes jours avec mes filles, » supplie-t-elle. Le roi refuse. « Vous êtes ma force, » répond-il. « Sans vous, je m'effondre. » Elle reste, par devoir, par habitude, par résignation. Les dernières années sont un long calvaire. Le roi devient de plus en plus dévot, de plus en plus rigide. Il passe ses journées en prière, ses nuits en insomnie. Il voit des signes divins partout. Une éclipse devient un avertissement. Un orage devient une punition. Madame de Maintenon doit le rassurer constamment. Mai 1715, le roi se plaint de douleurs dans la jambe. Les médecins diagnostiquent une simple fatigue. Août 1715, la jambe noircit. C'est la gangrène. Le roi comprend qu'il va mourir. Il convoque Madame de Maintenon. « Madame, qu'allez-vous devenir quand je ne serai plus là? Vous n'avez rien, pas de titre officiel, pas de pension assurée. » Elle prend sa main. « Sire, je suis riche de vous avoir aimé. C'est plus que ce que la plupart des femmes peuvent dire. » Le roi pleure. « J'ai gâché votre vie. » Elle sourit tristement. « Non, sire, vous l'avez transformée. J'étais Cendrillon. Vous m'avez fait princesse. Que la princesse redevienne Cendrillon. C'est dans l'ordre des choses. Les 8 derniers jours d'agonie sont terribles. La gangrène remonte. L'odeur est insupportable. Les courtisans fuient. Seule Madame de Maintenon reste, jour et nuit, tenant la main du roi mourant. 28 août 1715, 7 heures du matin. Louis XIV ouvre les yeux pour la dernière fois avec lucidité. La gangrène a dévoré sa jambe jusqu'à la cuisse. Dans quelques jours, elle atteindra le cœur. Le roi le sait. Il fait appeler Madame de Maintenon pour un dernier entretien privé. « Madame, » murmure-t-il d'une voix à peine audible, « j'ai une dernière volonté. Brûlez nos lettres, détruisez toutes les preuves de notre mariage. Quand je serai mort, disparaissez. Le nouveau roi n'aura aucune pitié pour vous. » Elle serre sa main décharnée. « Tout est déjà préparé, sire. Dans 1 heure après votre dernier souffle, je serai parti. Versailles m'oubliera. La France m'oubliera. C'est mieux ainsi. » Le roi la regarde intensément. « Ai-je été un bon roi, madame ?» Elle hésite. Puis, pour la première fois en 32 ans, elle lui dit la vérité sans filtre. « Vous avez été un grand roi, sire. Mais la grandeur et la bonté ne vont pas toujours ensemble. Vous avez préféré la gloire à la paix, l'orgueil à l'humilité. Votre règne restera dans l'histoire. Mais à quel prix ?» Le roi ferme les yeux. « J'ai trop aimé la guerre. J'ai trop aimé les bâtiments. J'ai trop chargé mon peuple. » Il rouvre les yeux, cherchant son regard. « Et vous, madame, vous ai-je trop aimé ? » ?»« Non, sire. Vous m'avez aimé juste assez pour que je devienne ce que je suis. Ni reine, ni servante, ni visible, ni invisible. J'ai vécu entre 2 mondes. C'était mon destin. 1er septembre 1715, 8h15 du matin. Après une agonie de 8 jours, Louis XIV rend son dernier souffle. Il a régné 72 ans, le plus long règne de l'histoire de France.
Madame de Maintenon est à ses côtés, tenant sa main jusqu'au bout. 1 heure plus tard, alors que les cloches de Versailles sonnent le glas, un carrosse noir aux rideaux tirés franchit les grilles du château. À l'intérieur, une femme de 80 ans quitte pour toujours le théâtre de sa gloire secrète. Elle n'assistera pas aux funérailles. Elle ne rencontrera pas le nouveau roi, Louis XV, un enfant de 5 ans. Elle disparaît comme elle était apparue, dans l'ombre et le silence. Direction Saint-Cyr, son école, son refuge, son vrai royaume. Les 250 jeunes filles l'accueillent en pleurant. Pour elle, elle n'est pas la femme qui a dirigé la France. Elle est leur protectrice, leur mère spirituelle, leur bienfaitrice. Dans sa chambre simple de Saint-Cyr, elle brûle méticuleusement ses lettres. 32 ans de correspondance avec le roi partent en fumée. Mais quelques documents échappent à la destruction. Des lettres à son confesseur, des notes à la princesse des Ursins, des fragments de journal intime, assez pour que l'histoire puisse un jour reconstituer son incroyable parcours. Les 4 années qui lui restent à vivre sont paisibles. Elle se lève à 6 heures, prie jusqu'à 8 heures, enseigne aux jeunes filles jusqu'à midi. L'après-midi, elle reçoit quelques visiteurs triés sur le volet. Le soir, elle écrit ses dernières réflexions. Dans ses ultimes pages, découvertes 2 siècles plus tard, elle livre sa vérité. J'ai vécu 4 vies. Françoise d'Aubigné, l'enfant de la prison, pauvre mais libre. Madame Scarron, l'épouse du poète, admirée pour mon esprit. Madame de Maintenon, la marquise influente, et l'épouse secrète du roi, puissante mais enchaînée. De ces 4 femmes, je me demande parfois laquelle j'étais vraiment. Plus loin, elle écrit « On dira que j'ai manipulé le roi. C'est faux. J'ai simplement compris ce dont il avait besoin et je le lui ai donné. La paix de l'âme, la certitude du salut, une présence constante. Les hommes puissants sont les plus fragiles. Ils ont tout, sauf l'essentiel. Quelqu'un qui les aime pour eux-mêmes, pas pour leur couronne. » 15 avril 1719. Madame de Maintenon sent sa fin approcher. Elle convoque les religieuses de Saint-Cyr. « Mes filles, dit-elle, je vais rejoindre le roi. Souvenez-vous de moi, non comme la femme du monarque, mais comme celle qui vous a donné l'éducation. C'est ma seule vraie gloire. » Ces derniers mots, rapportés par sœur Geneviève. Il faut peu de choses pour vivre, et encore moins pour mourir. Elle s'éteint à 83 ans, dans son lit de Saint-Cyr, loin des ors de Versailles. Son testament est simple, tout pour les jeunes filles de son école. Pas de monument, pas d'épitaphe glorieuse, juste une plaque. Sigy Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. L'histoire mettra des siècles à comprendre qui elle était vraiment. Manipulatrice géniale ou femme amoureuse, bigote fanatique ou âme pieuse, ambitieuse, sans scrupules ou survivante extraordinaire. La vérité, comme souvent, se trouve entre toutes ces versions. Madame de Maintenon reste l'énigme ultime de l'Ancien Régime, la preuve vivante que le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres ou les couronnes, mais dans cette influence invisible qui transforme les cœurs et change le cours de l'histoire. Elle n'a jamais été reine, elle a été bien plus. Elle a été la conscience d'un roi, l'ombre d'un soleil, le secret le mieux gardé de Versailles.